Histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie, en lien avec le langage universel que sont les contes, les mythes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration, ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Liesse, je suis psy-créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Dans ce nouvel épisode de Raconte ton histoire, je suis très heureuse d'accueillir Anthony Lacouture, avec qui j'ai eu la joie de partager pour un article, pour sa lettre qu'il envoie chaque semaine, sur Jung, sur la psychologie des profondeurs, les archétypes, etc. Enfin, tous mes dadas. Voilà, c'était super. Et Anthony est accompagnant avec Z Créa, donc s'il veut, il vous en dira plus. Et sinon, je lui laisse la parole sur l'histoire qu'il a choisi de nous partager aujourd'hui. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci Marie-Liesse pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi de choses profondes. Alors pour le mythe, je vais vous partager aujourd'hui, ça va être le mythe du labyrinthe et notamment avec une analyse un peu plus poussée sur le fil d'Ariane et comment chacune peut se représenter le fil d'Ariane, notamment pour voir expliciter son chemin, son cheminement de vie. Et en aparté, avant de commencer, j'aimerais juste revenir sur le choix du thème, le choix du mythe. Parce qu'au départ, j'avais pensé donc instinctivement, spontanément à un mythe, qui est le mythe d'Héraclès, pour pouvoir aborder une thématique aussi qui me tient à cœur, qui est la masculinité. Et en fait, ce thème, ce mythe, ont fait l'objet du précédent podcast, donc avec Prudy, que je t'invite vraiment à découvrir parce que franchement, j'ai trouvé ça vraiment très beau, très très sincère, très authentique. Et donc, avant de commencer, avant d'être dans le partage avec vous, j'avais envie aussi de profiter de ce podcast pour remercier Rudy pour son partage, qui a fait beaucoup aussi écho en moi. Donc voilà. Donc oui, je m'appelle Anthony, donc je suis accompagnant en bien-être et réalisation de soi avec ZCrea. Et avec ZCrea, en fait, j'aide toute personne en quête de soi, de sens, d'énergie ou d'harmonie à cheminer dans leur vie, en fait, dans la joie d'être eux-mêmes et dans le respect d'eux-mêmes aussi. Donc, pourquoi le fil d'Ariane? Alors, il faut savoir que j'y ai pensé vraiment de façon, on va dire que c'est la première chose qui m'est venue en tête quand je me suis dit, ah mince, le thème de Héraclès a été choisi, donc qu'est-ce que je vais dire? Et en fait, il est venu à moi. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que ça m'a reconnecté à deux événements dans ma vie, enfin ouais, je dirais deux événements, deux petites histoires en guise de préambule. La première, en fait, c'est quand j'étais au collège. Donc ouais, je suis allé loin. Je suis revenu loin. Quand j'étais au collège, en fait, je faisais du latin. Et je me souviens que notre prof de latin nous avait partagé le mythe du labyrinthe avec le Minotaure et notamment le fameux fil d'Ariane. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, OK, mais concrètement, dans la vie, comment on matérialise ce fil d'Ariane, quoi? Je veux dire, quelle représentation on peut en faire au-delà de la symbolique du mythe? Donc là, petit clin d'œil, hein, parce que c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui. Et le deuxième exemple, donc là, c'est plus récent en fait, c'est quand j'ai fait mes marches solitaires. Donc moi, chaque année, j'aime bien faire des marches solitaires, donc pendant plusieurs semaines,
j'ai une destination finale, je sais que je dois aller à tel endroit, mais bon, j'y vais sans plan, je m'éloigne de la ville pour être vraiment connecté à la nature et tout ça. Et je vis le moment, je vis le chemin. Et en fait, ce qui est vraiment très drôle, c'est que j'ai repensé à une situation où c'était lors de mon premier voyage, enfin, ma première marche solitaire, mais comme quoi le mot voyage reviendra. Je préfère le noter avant. Et en fait, donc cette première marche-là, voilà, peut-être 3 jours après avoir marché, etc., j'étais perdu, complètement perdu. Je me suis retrouvé au milieu de nulle part, dans un bois. Il commençait à faire nuit, et tout de suite, en fait, j'étais vraiment très tourné vers l'extérieur en me disant, mais comment je vais faire enfin, j'avais peur. Je m'imaginais qu'il allait avoir des loups, qu'il allait sortir. Enfin bref, j'étais vraiment un peu paralysé. Et là, je me suis dit, non, mais Anthony, reconnecte-toi à ton envie et suis le fil. Et là, en fait, c'est vraiment très drôle parce que ça m'a fait, bah là, ça me refait penser un peu à ce fil d'Ariane. Mais l'idée du fil, qu'en fait, c'est un fil que l'on sent, que je sentais vraiment, je dirais intrinsèquement, comme étant à l'intérieur de moi, mais qui allait m'aider à cheminer pas à pas pour atteindre le résultat. Et finalement, le fil d'Ariane, quand on dit suivre le fil d'Ariane, c'est un peu ça. C'est vraiment de suivre le fil qui va t'amener à vivre de façon confortable, de façon. Alors, j'aime pas utiliser le mot positif, mais c'est quand même façon, je dirais, ouais, on va dire confortable pour arriver à ton objectif. Donc là, c'était vraiment, je voulais revenir un peu sur moi, la façon dont le fil d'Ariane pouvait se présenter à différents niveaux de vie, parce que là, c'était aussi quand j'étais enfant versus l'adulte que je suis maintenant. Et à travers maintenant le mythe que je vais te raconter un peu plus en détail, je t'inviterai, toi aussi, à visualiser ce fil, d'une part, et comment, toi, dans ton quotidien, tu te le matérialises et éventuellement tu peux le vivre dans ton cheminement personnel. Donc voilà, donc là, ça va être un peu en mode Père Castor. Je ne sais pas si vous suivez, moi J'adore. j'adore ça quand j'étais plus jeune. Donc là, Oui. je vais me jouer Père Castor et je vais vous raconter l'histoire. Donc alors, tout commence en fait à Athènes. Donc à Athènes, il y a un roi qui s'appelle Égée. Égée a un fils qui s'appelle Thésée. Une contrée un peu plus lointaine se trouve la Crète. En Crète, il y a un roi, Minos, qui est l'époux de Pasiphae et le père d'Ariane et d'Androgée. Là, ça fait quand même pas mal de personnages, mais vous verrez, chaque personnage a un rôle primordial avant d'arriver au fil. Donc, lors des Panathénées, donc les Panathénées, en fait, c'est des festivités qui ont lieu chaque année à Athènes. Tu as Androgée, le fils donc, de Minos, crétois, qui y participe. Sauf qu'il meurt. Donc Minos, donc son père, pour se venger, va assiéger Athènes et victorieux, il va réclamer à son roi Égée un lourd tribut. Quel est ce tribut? C'est d'envoyer chaque année 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles pour être livrés et dévorés par le Minotaure. Alors, qui est le Minotaure? Le Minotaure, c'est un monstre, mi-homme, mi-taureau. Le Minotaure est né des amours de Pasiphae, l'épouse du roi de Crète, avec un taureau blanc envoyé par Poséidon, dieu de la mer et des océans. Minos, une fois que le Minotaure est né, a décidé de l'enfermer dans un labyrinthe construit par l'architecte Dédale. Donc l'idée, c'était vraiment que, d'une part, le Minotaure ne puisse pas s'en échapper, et surtout que nul ne puisse découvrir son existence. Une année à Athènes, Thésée, donc le fils d'Égée, faisait partie du tribut de jeunes à envoyer donc à Crète pour se faire dévorer par le Minotaure. Donc Égée, son père, était un peu attristé, bien sûr, parce que en plus de perdre son fils, éventuellement, il pouvait perdre aussi son fils, qui est le prince futur roi d'Athènes. Mais Thésée, lui, avait vraiment envie de partir et faire partie de ce tribut-là, d'une part pour rendre aussi quelque part la liberté à Athènes, mais aussi et surtout avec la volonté farouche de tuer le Minotaure.
Égée acquiesça et il demanda à son fils qu'à son retour, donc par la mer, et bien sûr à l'époque il n'y avait pas de TGV tout ça, mais du coup de son bateau, qu'il en fait qu'il remplace les voiles noires de son bateau par des voiles blanches. Donc ces voiles blanches désignaient en fait le fait que oui, il avait réussi sa mission et qu'il en rentrait victorieux à Athènes. Donc tu as Thésée qui prend son bateau avec tous ses comparses, les 13 autres qui vont être livrés au Minotaure, et Ariane, la fille de Minos, l'aperçoit et elle tombe amoureuse, mais c'est un coup de foudre digne des feux de l'amour. Et donc, elle tombe vraiment amoureuse de Thésée. Et pour l'aider dans sa quête, elle va lui donner une pelote de fil afin qu'il retrouve son chemin dans le labyrinthe après avoir tué le Minotaure. Bien entendu, ça c'est le petit truc aussi, c'est qu'elle lui donne le fil à condition que Thésée victorieux l'épouse. Donc Thésée entre dans le labyrinthe avec son fils, il chemine pas à pas, et il trouve le Minotaure et il finit par tuer le Minotaure. Donc il ressort de labyrinthe en suivant le fil d'Ariane et décide de s'enfuir avec elle. Minos, furieux, fit jeter dans le labyrinthe son concepteur Dédale et son fils que tout le monde que certaines personnes peuvent connaître, qui est Icare. Et ça, j'en reviendrai parce que souvent, on parle d'un mythe axé sur une personne, mais il y a aussi d'autres personnes qui peuvent contribuer. Donc, sur le chemin du retour de Crète vers Athènes, Thésée a abandonné Ariane sur l'île de Naxos. Et en abandonnant Ariane, il va oublier de changer les voiles noires en voiles blanches. Donc son père, Égée, en voyant les navires arriver vers Athènes avec les voiles noires, va penser que son fils est mort et de ce fait, il va se jeter dans la mer. Et c'est pour ça que on connaît la mer Égée. Donc voilà. Donc là, je voulais revenir aussi pourquoi je te parlais de Dédale et de Icare. C'est qu'en fait, c'est aussi un autre héros quelque part du labyrinthe parce que Dédale, qui était un grand artiste à l'époque, je veux dire un grand créateur, c'est quand même lui le concepteur du labyrinthe et c'est vraiment connu comme l'une de ses plus grandes œuvres. Et aussi par la triste fin de son fils, Icare, parce que comme il a été enfermé donc dans le labyrinthe, il a trouvé quand même un stratagème pour en sortir par les airs. Il s'est dit, bah tiens, je vais créer des ailes faites de plumes et de cire, et on va pouvoir quitter la Grèce et s'enfuir du labyrinthe. Et bien sûr, il précise à son fils, attention mon fils, il faut vraiment s'éloigner, ne pas voler près du soleil, parce qu'avec la chaleur, voilà, la cire va fondre et on va avoir une triste fin. Bien entendu, tout le monde sait, tout le monde connaît l'histoire. Malheureusement, Icare a été vraiment attiré par ce soleil lumineux, cette lumière, et cette lumière qui a fait fondre la cire, et du coup, il est tombé dans les profondeurs de la mer. Et une autre mer s'appelle la mer Icarienne. Donc, on en revient beaucoup aussi au niveau de l'eau. Donc là, ce que je trouvais intéressant en fait dans le partage de ce mythe, et notamment le mythe du labyrinthe, c'est que en fait, on peut en avoir différentes clés de lecture, selon les perspectives aussi dans lesquelles on se positionne. Donc là, d'abord, si on se fixe juste sur le fil, donc la dynamique du fil, là, on peut voir aussi que le fil, selon sa source et selon son issue, peut aussi, selon les protagonistes, avoir une signification différente. Donc, par exemple, pour Ariane, donner le fil à Thésée, c'est quoi? Bon, déjà, la source, c'est vraiment l'amour. C'est l'amour qu'elle a pour Thésée qui fait qu'elle lui donne ce fil-là. Et la finalité, c'est quoi? C'est qu'elle veut l'épouser.
Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant de voir déjà que elle, c'est la représentation qu'on peut faire, la signification qu'elle donne, je dirais, au fil. Inversement, Thésée, lui, la source qu'il a, enfin, l'origine de ce fil, la source du fil, c'est quoi? C'est le fait de tuer le Minotaure. Et la finalité, c'est quoi? Bah, c'est de revenir victorieux et de rentrer à Athènes. Donc là, ce qui est intéressant en fait avec ce fil-là, c'est que bah là, je t'inviterais, si tu devais ressentir ou visualiser ce fil comme cheminement de ta vie, etc., où pas à pas tu chemines, etc., et ben, quelle serait pour toi la source et la finalité? Quelle serait vraiment la source, je dirais, de ta vie? Est-ce que ça pourrait être l'amour? Est-ce que ça pourrait être autre chose, bien sûr? Et quelle serait la finalité? Donc, par rapport à la mission éventuelle que tu peux te donner, comme la mission de Thésée était celle de tuer le Minotaure et celle de Ariane d'avoir Thésée pour mari. Donc voilà. Donc là, ce qui est intéressant en fait avec ce fil aussi, c'est que faut imaginer, en fait, faut imaginer un peu. Là, je vous invite à imaginer en fait Thésée pénétrer avec ce fil euh, dans les profondeurs du labyrinthe. Donc, il va vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc là, imaginez que aussi ce cheminement, comme quête, comme voyage, pour ça aussi que je au départ, ça peut être aussi un voyage de l'extérieur vers l'intérieur, pour explorer qui on est à l'intérieur, ses profondeurs, autant révéler sa lumière que aussi accepter sa part d'ombre. Et ça que je trouve aussi beau, c'est que quand on visualise un peu dans le labyrinthe, il peut y avoir des jeux de lumière, des jeux d'ombre, etc. Et comment avancer, cheminer dans sa vie, là pour le coup dans sa mission, avec ça. Donc là, c'était vraiment je trouvais qu'avec le fil, c'était une approche intéressante en fait pour pouvoir se dire, voilà, je tiens ce fil, imaginez que vous teniez votre fil à vous dans votre main, vous avancez pas à pas, et ben voilà, c'est finalement toucher ce fil, c'est revenir à ce qui peut nous faire peur. Comme là, par exemple, quand je donnais mon exemple tout à l'heure de quand je faisais ma marche solitaire, voilà, quand je me suis connecté, enfin, avant de me connecter à ce fil, j'étais vraiment très concentré sur des peurs, sur des croyances, sur des injections. Moi, j'allais échouer, etc. Mais en me reconnectant à ce fil, en me reconnectant à l'envie que j'avais, qui était non, Anthony, j'ai foi en ce projet et je vais aller jusqu'au Mont Saint-Michel. Et ben là, tout de suite, c'est une autre façon de voir la réalité qui fait que on va avancer pas à pas avec plus de sérénité et de confort, même si l'environnement, l'extérieur peut être un peu hostile, mais là, il n'était pas. Donc voilà, donc là, c'était vraiment première perspective vis-à-vis du fil et aussi le protagonisme. Il y avait autre chose que je trouvais intéressant, c'est si on se concentre maintenant plus sur le labyrinthe. Donc le labyrinthe, voilà, tout le monde imagine, voit comment c'est, hein, je veux dire, l'idée de retrouver la sortie une fois entré. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce labyrinthe, je trouve que c'est autant on y célèbre la vie que la mort. C'est-à-dire qu'à travers la sortie de labyrinthe de Thésée, donc qui ressort vivant, victorieux mais vivant, et en même temps, le labyrinthe, c'était le lieu de vie du Minotaure, mais c'est là aussi où il a trouvé la mort. Et donc, du coup, je trouvais ça aussi intéressant, c'est que si on pouvait, alors ça, c'est des expressions aussi qui sont données, hein, quand parfois les gens disent la vie est un labyrinthe, la vie est un dédale. Donc, dédale, c'est le concepteur du labyrinthe. En quoi la vie est un labyrinthe? En quoi, qu'est-ce qui fait vie et qu'est-ce qui fait que, voilà, on chemine dans cette découverte, dans cette exploration pour en retrouver la sortie, etc. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'était, à travers ça, c'est que le labyrinthe, on peut le voir de deux façons aussi. C'est, voilà, par rapport à son créateur, ce concepteur Dédale, quand il a construit ce labyrinthe, c'était vraiment la plus belle œuvre de sa vie, enfin, l'une des plus belles œuvres de sa vie. Donc là, si on reprend le labyrinthe, la vie comme labyrinthe, c'est comment faire en sorte que la vie que je me crée soit ma plus belle œuvre, quelque part, soit vraiment quelque chose, voilà, parce qu'on est créateur de sa vie quelque part. Et donc voilà, c'est invité à penser ça. Et inversement, il y a le labyrinthe aussi
mais qui a été conçu, donc là on n'est plus sur Thésée, donc le roi qui a créé ce labyrinthe pour enfermer le Minotaure. Donc là on est vraiment sur des peurs quelque part, parce que c'était aussi une infidélité, etc. C'était aussi, enfin voilà, on va pas revenir sur d'autres choses, mais je trouvais que le labyrinthe aussi, ça pouvait être aussi une façon de cristalliser, d'exprimer toutes les croyances, les injonctions, les peurs qui peuvent nous enfermer dans cette vie. Et donc c'est comment aussi créer, mais tout en étant dans l'acceptation de ses peurs, de ses croyances, etc. Et parfois de s'en défaire pour mieux cheminer dans sa vie. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'apprécier aussi, voilà, tout à l'heure, je vous disais, voilà, comment vous matérialisez ce fil. Là, ce serait, voilà, si vous deviez imaginer votre vie comme un labyrinthe, comment vous le dessineriez? À quoi il ressemblerait? Est-ce que ce serait un tas de pierres? Est-ce que ce serait, non, des feuillages? Est-ce que ce serait, quelle serait l'exploration que vous ferez dans ce labyrinthe-là? Et les défis aussi qu'il peut y avoir, les apprentissages et tout ça. Donc voilà. Et puis après aussi, donc là, le dernière perspective que j'avais, donc en plus du fil et du labyrinthe, c'est par rapport au protagoniste. Donc là, c'est vrai que quand on parle du fil d'Ariane ou du labyrinthe, on parle beaucoup de Thésée, donc qui ressort victorieux de sa mission, parce qu'il a tué le Minotaure, même s'il rentre chez lui avec un père décédé. Mais on parle peu d'Icare. Et je trouve que pourtant, quand on parle d'Icare, que voilà, il s'est brûlé les ailes en s'approchant du soleil, en fait, on le renoue jamais vraiment au labyrinthe. Et je trouve ça hyper intéressant parce que son père a été le concepteur de ce labyrinthe-là. Il lui a proposé une solution qui a fait que il pouvait survivre, il pouvait partir, quitter le labyrinthe-là, mais voilà, attiré par une pulsion, je dirais, voilà, par la lumière, il est tombé dans les profondeurs de la mer, quoi. Et donc là, l'idée aussi, moi, tout de suite, ça m'a fait penser un peu à la passion. C'est-à-dire que très souvent dans la vie, on te dit, après, ça peut être une injonction pour certains ou pour d'autres, hein, moi, je sais que je vois ça un peu comme une injonction parfois, c'est de dire, voilà, dans la vie, faut trouver sa passion. Il faut vraiment avoir une passion dans la vie. Et inversement, quand tu as plusieurs passions, c'est, oh non, concentre-toi sur une passion et puis voilà. Et là, en fait, ce que je trouvais intéressant avec Icar, c'est que, donc là, si on se dit que suivre ce soleil, cette lumière, c'est exprimer sa passion, c'est vraiment sa passion vers ça. L'idée, c'est d'une part oui, le faire, mais par contre, sans se brûler les ailes non plus. Donc, c'est-à-dire que c'est bien de vivre pleinement sa passion. Et si on n'en vit pas, c'est OK, hein, je veux dire, mais pour les personnes qui ont une passion plusieurs, c'est OK de la vivre. Mais par contre, c'est important aussi de ne pas oublier l'extérieur, son écosystème. Parce que très souvent, les personnes sont tellement passionnées dans leur projet qu'ils vivent que de leur projet, ils peuvent en oublier leur entourage, etc. Et là, il y a un père aimant, donc Dédale, un père aimant, qui lui a juste donné un conseil, etc., pour sa vie, etc. Et l'enfant pris de sa passion, etc., finalement, ça a mené à sa perte. Donc finalement, c'est aussi ça, c'est comment évoluer aussi malgré tout ce qui nous anime, ce qui nous met en joie au quotidien, mais à ne pas vivre ça que pour soi, mais aussi avec les autres et en étant aussi à l'écoute des autres. Et leur donner aussi une place dans cette joie que tu vis toi sur ton chemin à titre personnel. Donc ça, parfois, c'est des choses qu'on peut oublier ou qu'on peut se dire, ah bah oui, non, un tel me dit ça parce que en fait, il veut que je sois passionné ou de mettre des bâtons dans les roues, machin. Mais peut-être que ça peut partir d'une démarche très bienveillante et juste parfois prendre du recul pour se dire que parfois les gens nous conseillent, hein, nous guident aussi dans la vie pour qu'on puisse réaliser ce qu'on a à réaliser. Donc voilà pour ça. Waouh, merci Anthony, c'est hyper complet. Alors, il y a plein de fils justement à tirer. Donc, moi, ce qui me vient en premier lieu, c'est quand tu as dit un moment au niveau de l'eau par rapport à la mer. Je trouve que dans ce que tu exposes, il y a ce lien en fait avec les éléments, avec, avec le ciel, donc Icare qui va vers le soleil, le feu,
Du coup, le ciel, l'air, et puis la terre, le labyrinthe, et l'eau, bah, la mer. Et je trouve ça super intéressant, en fait. Du coup, ça fait le lien aussi avec ce que tu disais de tes marches, en fait, en solitaire, où tu es au milieu de la nature, et en fait, tu es aux prises avec les éléments, et comment, en fait, tu joues avec eux, tu fais avec, j'imagine, genre, quand il pleut tout d'un coup, enfin, voilà, qu'est-ce que tu en fais et comment, en fait, ce voyage à l'extérieur est en lien avec ce voyage à l'intérieur. Et du coup, c'est complètement en parallèle avec ce labyrinthe où, en fait, il y a un chemin à l'extérieur, mais qui demande de puiser dans ses ressources intérieures. Donc, je ne sais pas si ça fait sens. Ah si, ça fait sens parce qu'en fait, du coup, enfin, toutes les questions que je pose là, que je partage dans le cadre de ce podcast-là, c'est des questions que je me suis posées avant, et enfin avant, juste avant de, de faire le podcast. Et en fait, il y avait aussi cet aspect-là qui était hyper important, et notamment, moi, je l'ai visualisé à travers la fusée Ariane. Vous connaissez en fait ce programme européen spatial, quoi. Et l'une des programmes de fusée, s'appelait Ariane. Mhm. Et en fait, je trouvais ça super beau comme symbolique parce que bah, ce cheminement, ok, il se fait de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, mais je sais qu'au plus profond de moi aussi, après, c'est chacun perçoit les choses de sa façon, hein, je veux dire, mais là, je partage ma vision, mes ressentis, etc., en tant que personne et être. Et en fait, c'est aussi un cheminement qui se fait entre ciel et terre. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi, moi, qui me tient vraiment à cœur. Donc, quand je dis entre ciel et terre, ça peut être aussi, enfin, inclus les quatre éléments et la mer notamment, hein, je veux dire. Mais c'est vraiment, enfin, je revoyais en fait cette fusée, la fusée qui décolle, qui vient de la Terre, qui a une mission, donc qui va dans les cieux, qui fait son truc, etc. Et puis après qui revient. Et en fait, moi, j'ai aussi dans mon cheminement de vie, j'ai l'impression que là, pour le coup, maintenant que le lien est vraiment très fort entre l'intérieur, l'intrinsèque et l'extrinsèque, eh ben, je suis aussi pleinement ouvert à, je dirais, des signes, des symboles, de la symbolique, hein, pour venir à la symbolique, qui peuvent venir du ciel, par exemple, tu vois. Donc, ça peut être, enfin, voilà, enfin, des choses, des petits signes comme ça qui viennent, tu sais, que enfin, tu pourrais traduire ça comme des signes un peu célestes, tu vois, du ciel, mais qui te guident sur ton chemin. Et là, je sais que pour moi, actuellement, dans le cheminement, c'est aussi comment combiner les deux et créer une harmonie entre les deux pour ne pas être trop dans le ciel, ni trop dans la terre, mais vraiment faire en sorte que les deux puissent vraiment contribuer à mon cheminement en fait, en tant que personne et être. Donc voilà. Et donc Mhm. ça nécessite une grande sensibilité, une grande attention aussi, bah, d'une part aux personnes qui nous entourent, donc là si vraiment on est sur de l'interpersonnel, mais aussi sur euh, notre monde, et parfois j'aime bien dire nos mondes aussi, parce que le monde est pluriel. Et il y a aussi cette sensibilité, ces ressentis qui se font directement avec la nature, en partie, mais pas que. Mais du coup, cette reconnexion notamment au corps, etc., à l'intuition, à la création, bah, c'est aussi comment mobiliser, s'imprégner de ces éléments pour pouvoir bah, s'exprimer en fait. Que ce soit, bah, là, ça rejoint aussi le côté art thérapeute, l'art thérapie, j'imagine. Mais il y a ça aussi, comment s'imprégner. Enfin, on est un, de par notre personnalité, nous sommes un, mais en même temps, on est un tout. Et un tout qui est vraiment relié aussi à ce qui nous entoure, autant des personnes que bah, des éléments physiques ou métaphysiques. Enfin, voilà. Mais c'est ça aussi. Mhm. Et justement, en tant qu'être humain, euh, dans ma vision, c'est qu'on est vraiment entre ciel et terre. Et on est en fait ce canal entre les deux et en s'incarnant pleinement, en étant pleinement dans qui on est. Tu parlais de mission, de passion, mais c'est ça en fait, en étant à fond dans qui on est, et ben on peut faire ce lien entre ciel et terre
Et être ouvert à ces signes, bon, on peut être ces synchronicités, etc. Après, on peut se dire, bon, bah, on voit des signes partout. Mais oui, quand on ouvre ces écoutilles, on voit des choses, et c'est des choses qui nous servent, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, justement, par rapport au fil. C'est aussi comme des balises, en fait. C'est des moments où on peut avoir besoin d'un soutien qui nous dépasse. Et en fait, on le reçoit comme ça, et c'est presque magique, en fait. C'est une ouverture justement aux différents mondes. Et j'ai bien aimé la fusée Ariane, parce que c'est ça, en fait. Euh, c'est créé sur la Terre, et en même temps ça nous décolle un peu et ça nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes et de remplir ce pourquoi on est fait. Bah, c'est ça aussi qui est intéressant pour en revenir à la fusée Ariane, c'est qu'en fait moi j'aime bien aussi décortiquer les symboles parce que bah, comme on en avait discuté lors de l'infolettre, etc., avec l'inconscient collectif, etc., il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent ressortir de comment chacun se représente des situations, des actions. Et c'est vrai que là, par exemple, par rapport à une fusée, donc Ariane, c'est une chose. En fait, ok, il y a une mission derrière. Souvent, c'est des pays qui font, voilà, il y a pas, je dirais pas, qui sont en compétition, mais à qui va découvrir Mm. la Lune en premier, machin, machin. Mais en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est que à côté de ça, il y a aussi tout le côté émerveillement, la Mm. joie. C'est-à-dire que, enfin, souvent, après, moi, je sais que c'était quand j'étais enfant, hein, je sais, Oui. ça peut être différent, mais je sais que parfois, bah, il y avait les décollages qui étaient filmés et partagés à la télé. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je voyais ça, mais enfin voilà, c'est une quête, sans parler de conquête, mais c'est une quête, c'est une exploration. Et je trouve qu'à travers cette fusée aussi qui décolle, bah, c'est aussi s'émerveiller par rapport à cette exploration qui va se faire, cette quête qui est en train de se mener. Et en fait, la chose que l'on voit à l'extérieur, à travers la fusée, le regard que l'on porte sur cette fusée, toute la symbolique qu'on y met derrière, bah, c'est pour le coup aussi une invitation à le faire, mais vis-à-vis de soi-même. Si la fusée, bah, finalement, c'est soi aussi, et que tu te regardais cette fusée qui décolle en toi, bah, du coup, qu'est-ce qui t'émerveillerait? Quelle serait ta quête? Quelle serait enfin, la mission que tu te donnes? Donc là, ça renvoie à différentes choses, hein. Voilà, il y a des gens qui parlent de raison d'être personnelle, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se dire là-dessus. Mais je trouvais ça beau aussi. Enfin, c'était un beau clin d'œil quand j'ai vu ça, quand je faisais mes recherches sur le fil d'Ariane, de tomber sur la fusée Ariane et de tout de la dynamique qu'il y a autour de ça. Et après, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, c'est bien aussi d'être. Enfin, c'est la joie d'être soi, de se reconnecter à soi, etc. Mais par contre, faut pas être dans l'excès non plus, dans le sens, bah, comme tu dis, on est dans un entre-deux, être dans un entre-deux, mais faire en sorte aussi d'accepter des moments où on sera peut-être un peu plus dans le céleste ou un peu plus dans la terre, mais après de revenir en fait vers cet entre-deux. Et c'est ça que je voulais dire aussi par rapport à Icar, c'est-à-dire que euh, parfois, bah, là je prends une personne qui a une ambition, enfin des personnes notamment qui sont hyper novatrices, qui sont avant-gardistes. Parfois, ça peut être très frustrant d'avoir, je dirais, peu de personnes qui soient à l'écoute de ce que tu proposes, qu'on va te coller des étiquettes, oui, mon Dieu, enfin bref, tu es pas de cette époque, machin truc, enfin bref. Mais par contre, et, voilà, en côtoyant en fait cette majorité qui pense ça de toi, bah du coup, tu vas voir l'autre un peu comme, alors je dirais pas l'autre comme malveillant, mais tu vas mettre une barrière en fait. Alors qu'une personne qui va t'écouter, bon, qui va peut-être pas comprendre, mais qui va être là pour t'écouter, pour te soutenir, et ben voilà, je veux dire, ce serait dommage de ne pas l'écouter parce que bah, tu auras rencontré plein de personnes juste avant qui n'auront pas été dans l'écoute et qui auront été beaucoup dans la critique facile, etc. Et donc là, l'idée, c'est ça aussi, c'est que c'est bien qu'on soit, mais il faut toujours faire attention quand même, bah, faire attention, mais aussi être dans l'attention de l'autre et pas non plus, parce qu'on a tendance souvent, enfin, ça c'est un truc aussi qu'on est beaucoup dans le développement personnel, des fois on se dit, bah, même dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, des fois on se dit, ah ouais, non mais mon entourage il me comprend pas, nanana, nanana. Mais après il y a une façon aussi, comment tu communiques avec cette personne pour lui expliquer que tu es dans ce process-là. Par exemple, tu es dans la création d'entreprise, oui, ok, la personne avec qui tu es dans ta vie au quotidien, que tu partages au quotidien, bon, et salarié, voilà, et tu vas lui parler H24 d'entrepreneuriat.
ce lien. Peut-être qu'à un moment, il va saturer, c'est normal, surtout s'il ne comprend pas. Et après, tu vois, tu vas traduire ça comme «Oh, il m'écoute pas», etc. Alors que s'il est dans l'écoute, mais c'est juste que, tu vois, tu n'as peut-être pas pris du recul sur comment tu pouvais impacter aussi, avoir, je dirais, de l'impact sur, sur le lien, en fait, la relation que tu as avec lui. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est bien d'apprécier le lien qu'on peut avoir avec les différentes choses ou les différentes personnes. Mais par contre, quand on est en relation, c'est bien de voir aussi, enfin, quand j'ai en relation, par exemple en couple, n'importe quoi, mais c'est bien de réfléchir à se dire, voilà, voici le lien que j'ai, le lien qu'on a, et aussi comment faire en sorte de matérialiser, de configurer cette relation pour qu'elle soit au service de ce lien et pour que ça soit aussi respectueux de l'un que de l'autre. Et donc c'est pour ça qu'en fait, enfin bref, j'aurais tellement de choses à dire, hein, c'est un peu la boîte de Pandore, mais Oui, ça c'est un autre oui. truc. Ça, c'est le premier mythe que j'ai proposé sur mon podcast, tu vois, la boîte de Pandore. Euh, merci pour tout ça. Est-ce que, tout au long justement de ta tribune, de ta proposition, tu as justement tiré des fils de questionnement, etc. Est-ce que tu as autre chose à proposer comme tips final ou est-ce que c'était ça Du coup, là, on va aller carrément dans le concret. Hein. Ouais, On va carrément super. aller dans le concret. Oui. En fait, là, ce que j'ai envie de partager, c'est pour le coup un premier outil, l'outil carrément, c'est plutôt l'outil qui m'a permis de prendre du recul pour la première fois sur ma raison d'être personnelle, sur vraiment ce qui me met en joie au quotidien et comment construire mon écosystème, ma vie autour de ça, et qui m'a permis de faire le premier pas dans tout ce cheminement-là. Donc c'est un peu Ariane qui m'a transmis le fil et que là je pénètre la porte du labyrinthe. Et donc en fait cet outil, c'est un outil qui est archi connu, hein, je veux dire tout le monde en a entendu parler, etc. Mais après chacun peut l'adapter. Moi je sais que je l'ai beaucoup adapté, mais je trouve que ça peut être intéressant pour les personnes qui aimeraient poser la question. Cet outil en fait c'est l'ikigai. Donc l'ikigai, ça vient du Japon, etc. Et donc là c'est vraiment prendre du recul sur et faire le point aussi finalement sur c'est quoi sa raison d'être en tant que personne, en tant qu'être, et aussi autour de tout ce qui nous met en joie. Donc c'est vraiment de revenir sur ce qui nous passionne, ce pourquoi comment on aimerait contribuer au monde. C'est aussi ce en quoi on est doué. Enfin, il y a vraiment différentes façons. Vous pourrez voir sur Internet, hein, il y a plein de ces petites fleurs là, avec 4 bulles. Et puis l'idée, c'est vraiment de trouver, de définir ce qu'il y a au centre. Et moi, je sais que ça a été vraiment pour moi la première fois où je me suis dit, tiens, le premier pas a été fait, maintenant on continue quoi. Donc pour moi c'est vraiment comme si ce premier ikigai que j'ai fait, hein, parce qu'après il a évolué, mais c'est comme si voilà c'était la pelote de fil qu'on m'avait offert et que cette pelote de fil, une fois que j'ai vraiment pris conscience de ce vers quoi je m'orientais dans la vie et quel était mon objectif, quelles étaient voilà ma raison d'être quelque part. En fait, c'est devenu vraiment ma boussole intérieure au quotidien. Et c'est ça qui a fait que, après, dans un second temps, ça m'a permis de repenser vraiment mon écosystème, donc c'est-à-dire mes relations interpersonnelles, de créer une entreprise, de quitter le salariat pour créer une entreprise, et puis après de repenser aussi mon milieu de vie. Et après, donc là, c'était première autre chose. Et après, une autre étape dans laquelle maintenant je suis, c'est de comment faire. C'est vraiment d'apprécier ce chemin entre ciel et terre. Donc là, je suis vraiment à un autre niveau maintenant. Donc là, l'idée, c'est vraiment, maintenant que je connais ma boussole intérieure, qui a été révélée, pas en partie, mais en premier lieu, je dirais, avec l'ikigai et tout le cheminement qui s'est fait, et ben maintenant, c'est vraiment comment arriver à faire ce lien, un lien harmonieux entre cet aspect terrestre, hein, pragmatique dans ce que je fais dans la réalité, et puis ce côté céleste qui, à travers mon écoute, à travers des intuitions que je peux avoir, à travers des signes qui me sont partagés,
d'autres réalités, ben, c'est voilà, comment vivre avec ça, riche de cela, pour cheminer encore et encore et découvrir encore plein de choses que je suis sûr que je ne connais encore pas, qui me restent encore à explorer. Mais bon, ça, pour le point final, je pense que c'est un peu l'idée de la vie, de, d'être dans la joie chaque jour de l'explorer pour s'explorer encore mieux davantage et explorer aussi ce lien et cette relation que l'on veut construire avec le monde et au monde. Donc voilà. Merci. Donc l'ikigai et puis une recherche d'harmonie en fait entre nos différents corps, nos différents liens avec l'immanence et la transcendance, comme je disais aussi dans ton infolettre. Je voulais juste ajouter une dernière chose, c'est que on parle de chemin, on parle de labyrinthe, et parfois, en fait, dans les milieux justement du développement personnel, voire du développement spirituel, en tout cas de la psychologie, etc., on peut avoir l'impression qu'on avance de façon linéaire. Et là, on souligne vraiment le fait qu'il y a l'ombre et la lumière et qu'en fait, parfois on avance, parfois on stagne, parfois on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait. Et qu'en fait, la vie, c'est pas du tout linéaire, mais moi, je vois l'évolution comme une spirale et qu'en fait, à certains moments, on a l'impression de se retrouver à des points de la spirale où on a déjà été, mais en fait, on explore la chose, mais d'une façon différente. Et c'est vraiment une invitation à toujours garder justement l'espérance ou en tout cas à se dire que c'est OK et que on est tous là, en fait, on est tous là au même niveau à vouloir être bien, mais il y a des moments où c'est moins évident que d'autres et c'est complètement OK. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir répondu à mon invitation. J'ai adoré ce moment. C'était super riche, comme d'habitude, hein. On aurait pu parler pendant des heures si on avait tiré tous les fils, mais ça, vous avez déjà bien matière à pencher, à penser, à ruminer, à méditer et puis à créer. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à Et toi. euh, euh, avec joie. Et puis, moi, je vous passe mes problèmes dans le soir. D'ici là, prenez soin.